Merci beaucoup et soyez les bienvenus à ce deuxième webinaire sur le thème de la sécurité infonuagique. On est extrêmement heureux de vous savoir nombreux à cette séance de formation. Ça va être un grand plaisir pour nous justement de partager justement de l'information extrêmement pertinente parce qu'on a beaucoup d'informations avec nos gens, nos clients nous partagent que c'est difficile de gérer du cloud, c'est difficile d'être conforme et tout ça. Alors, c'est pourquoi qu'on a fait appel justement à nos experts qu'on vous présente maintenant. Louis, veux-tu te présenter justement? Oui, donc bonjour, moi c'est Louis. Je travaille avec Serge pour tout ce qui est le volet de nos applications cloud chez Fortinet. Donc ensemble, on rencontre souvent beaucoup de clients pour parler de nos produits, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, les solutions qu'on peut apporter pour leur posture de sécurité et autres. Un background, oui, dans mon passé avant de travailler chez Fortinet, j'ai été consultant cloud, multi-cloud pendant plusieurs années. Et aussi, je viens d'un background de développement. Donc, pour moi, là, du développement logiciel jusqu'au mouvement DevOps, ensuite passer par tout ce qui est le cloud, l'ère exotique. Donc, un background un peu différent là, de la plupart des gens là, qui sont chez Fortinet, mais très content d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis. C'était un plaisir de te savoir dans l'équipe du Québec, justement. Merci. Benoît? Oui, bonjour à tous. Benoît Bionacera. Donc, je fais partie de l'équipe des spécialistes à travers le Canada. Donc, on se répartit un petit peu les technologies. Donc, moi, aujourd'hui, je vous présenterai la technologie WAF sur laquelle je suis spécialisé. On aura l'occasion de partager plusieurs use cases, de partager avec vous comment nos clients abordent ces problématiques-là. Et puis, on verra également quelques démonstrations. Merci, Benoît. Comme vous le voyez, on a amené nos experts justement pour être capable de vous aider et vous guider aujourd'hui. Louis, présentation? Oui. Merci. Bon, super. Merci beaucoup. Comme je vous le mentionnais justement, c'est la deuxième présentation, deuxième webinaire qu'on livre actuellement pour notre clientèle du Québec. On est extrêmement fiers effectivement, comme je vous mentionnais, de vous présenter. Les solutions dont on va vous parler aujourd'hui ont été, en passant, sont prisées beaucoup par l'ensemble de l'industrie. Gartner Peer Insights a fait des éloges incroyables, justement, de la part des gens qui ont testé les produits et les solutions. Beaucoup d'améliorations sur les produits que Fortinet proposait déjà auparavant. Fait que ça va me faire plaisir de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter cette approche-là, puis de discuter justement de ces solutions. Fait que juste pour un petit mot sur le fonctionnement de la présentation, on s'attend à environ une quarantaine de minutes de votre temps qui va être pour faire justement la présentation, les échanges. Très important, dans les boîtes conversationnelles, utilisez-les. On va pouvoir vous répondre presque au fur et à mesure, justement au niveau des différentes questions que vous allez apporter, puis qui vont emmener de l'eau au moulin justement pendant la conversation. Également, juste vous mentionner que les présentations qui vont être faites aujourd'hui vont être disponibles dans les prochains jours. Fait que ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager cette information-là. Tout d'abord, personnellement, en passant, ça fait 20 ans que je fais la promotion telle quelle des produits Fortinet. J'ai été d'un premier, entre autres, au Québec à pouvoir livrer ces solutions-là, qui étaient à l'époque des pare-feux. Par la suite, on a fait plein de déploiements. Mais l'idée, tout ce que j'ai vu à date de Fortinet, c'est toujours des investissements majeurs qui se sont faits au niveau du Canada. Il y a une équipe qui est présente actuellement juste au niveau de l'équipe des ventes puis du support technique pour pré-vente ici, juste au Québec. Avi, qui est notre vice-président, mentionnait qu'on est tout près de 80 personnes actuellement. Fait que c'est une force de vente très importante pour pouvoir vous aider, vous appuyer, vous conseiller. Mais aussi, on était super fiers des investissements qui ont été faits aussi. Il y a eu plein d'annonces qui ont été faites dans les derniers mois. Puis, c'est important de savoir aussi que tout le principal, entre autres, au niveau du fameux TAC, le service de support technique, est opéré à partir du Canada. Fortinet a été créé en passant à Burnaby, en Colombie-Britannique. Par la suite, il y a eu un déménagement au sud de la frontière. Mais il y a encore toujours des experts qui sont là-bas, qui travaillent tant au niveau de la recherche et développement qu'au niveau tel quel des services techniques, comme on vous mentionnait. Même chose au campus aussi à Ottawa. Il y a au minimum 3 bâtiments qui sont là-bas avec beaucoup de personnes.
Fait que je suis très, très heureux. Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de concurrents dans le marché qui emploient autant de personnes actuellement au Canada. Fait que on en est très fiers. Et vous avez la preuve, Benoît, Louis et moi, qui sont là justement pour vous aider au niveau des solutions de cloud. Prochaine. Merci. Depuis quelques années, Fortinet réalise en passant un sondage auprès de 800 quelques entreprises de toutes les formes, de toutes les grandeurs, auprès des équipes, puis pour demander un petit peu, c'est quoi actuellement au niveau face à votre périple vers le cloud, les grands défis que vous voyez. Et vous envoyez les deux principaux, les deux premiers. Un, on n'a pas de visibilité, puis je suis pas sûr qu'on est capable de pouvoir répondre aux risques qui se présentent. Dernier élément et non le moindre, j'ai pas nécessairement les ressources que je voudrais en quantité, puis aussi, on n'a pas nécessairement l'expertise. Fait que c'est là-dessus qu'on a comme orienté notre équipe en disant, est-ce qu'on est capable de présenter justement à travers la présentation de FortiAppSec des solutions qui permettraient, d'une part, augmenter la visibilité, deuxièmement, automatiser également le volet des réponses aux incidents, et aussi de répondre au manque de ressources puis manque d'expertise. Fait que c'est un petit peu ce que vous présentez tout à l'heure. Ça va nous faire plaisir d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous. C'est important de comprendre, aujourd'hui, on parle de quelques produits, sauf que Fortinet a pris la décision, déjà depuis 2017, d'investir dans la sécurité infonuagique. Fait qu'il y a une gamme de produits complète qui nous permettent de pouvoir répondre à tous les besoins à partir du déploiement tel quel de vos applications. Fait que dès la construction, tout le volet du DevSecOps qui est inclus, le déploiement justement de ces solutions-là, entre autres à travers les pare-feux FortiGate que vous connaissez puis qui se déploient extrêmement bien sur les plateformes des fournisseurs infonuagiques, mais aussi pour la gestion des opérations complètes. Et tout ça aussi géré toujours par notre fameuse intelligence artificielle et les services également FortiGuard. Fait que ça permet comme vous le voyez, c'est un ensemble complet, intégré, qui permet de pouvoir vous aider justement dans vos différents projets. Comme je vous mentionnais, ça fait longtemps que je travaille avec les produits Fortinet. Fortinet a créé justement son entreprise en se disant, OK, il y a du trafic réseau et tout ça. Y aurait-tu moyen de mettre la sécurité directement dans le réseau? Et c'est là-dessus que Fortinet a monté justement son expertise, puis s'est démarqué un petit peu de ce qui se faisait. Puis c'est ce qui explique actuellement qu'on a une si grande part de marché au niveau, entre autres, des pare-feux. Ça a été la même question qui s'est posée aussi pour savoir comment je vais faire pour gérer les accès, justement, mes gens qui communiquent avec mes applications, tout ça. Fait que c'est le volet SASI dont on parle. Et l'autre volet en même temps, est-ce que je serais capable de pouvoir intégrer à travers la fameuse fabrique chez nous, l'OS, justement des solutions d'intelligence artificielle pour simplifier les choses. Fait que c'est un petit peu dans cette idée-là que Fortinet s'est positionné et vous offre des solutions dont on va parler dans quelques minutes. Louis, c'est à toi. Oui, merci Serge. Donc pour enchaîner, oui, Fortinet Sécurité Cloud, c'est quelque chose de très important pour nous. Et il y a quelques semaines, on vous a fait une présentation qui était au niveau là, de FortiGate, VM, comment ça s'installe dans le cloud, FortiGate CNF, qui est un de nos piliers de sécurité, donc vraiment tout ce qui est le Cloud Network Security. Aujourd'hui, on focus sur FortiAppSec et FortiWeb, qui est vraiment notre protection des applications. Et dans quelques semaines, nous allons avoir aussi là, une présentation là, sur FortiCNAPP, qui permet d'avoir une visibilité complète là, de tous nos workloads qui roulent dans le cloud, tant au niveau là, du code qu'on déploie jusqu'à la surveillance avancée là, pour voir s'il y a des problèmes de sécurité ou des attaques. Donc, si ça vous intéresse, restez là, à l'affût là, pour le prochain webinaire. Donc maintenant, Benoît, je te passe ta parole pour partir le bal. Justement, adresser ce besoin de sécurité. Et le premier, ça va être vraiment la sécurité web de base, c'est-à-dire j'ai une application web qui est publiée sur Internet. Je me rends compte que j'ai beaucoup de bots qui l'attaquent ou des scanners ou même cette application est vulnérable. Et donc le premier cas d'usage, ça va être vraiment de se protéger, d'avoir une protection complète des applications web contre les menaces, notamment de la liste OWASP Top 10, ainsi que de nombreuses autres attaques. Et donc on va s'appuyer pour cela sur de nombreux moteurs WAF classiques, tels que les signatures d'attaque, les réputations d'adresse IP, la validation des protocoles. Et on a d'autres engins comme ça, d'autres techniques qui sont éprouvées et que l'on va utiliser
au travers d'une politique de sécurité WAF. En plus de cela, ce qu'on va avoir, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou plus exactement de techniques de machine learning, pour que le WAF en fait puisse utiliser le trafic en continu, puisse l'analyser en continu et en apprendre le comportement, qui est donc un comportement normal, pour détecter justement les anomalies malveillantes. Cela va permettre d'améliorer la détection des vulnérabilités, notamment Zero Day, et réduire efficacement la surface d'attaque. Avant d'aller plus loin, Benoît, tu mentionnes la fameuse protection contre le OWASP Top 10. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans la documentation des firewalls natifs de Azure, d'AWS. On parle toujours du protection contre le OWASP Top 10. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur c'est quoi au juste et pourquoi c'est important, si on veut, pour les clients? Oui, absolument. Donc le OWASP Top 10, c'est un peu comme la liste des 10 failles de sécurité web les plus recherchées, ou on pourrait dire aussi des 10 techniques les plus utilisées pour attaquer des services web ou des services API. On y retrouve les vulnérabilités les plus critiques, les plus fréquentes que l'on rencontre dans les applications. Donc cela concerne aussi bien les développeurs d'applications qui vont pouvoir se fier en fait à ce référentiel pour améliorer la posture et la sécurité de leur application. Mais nous, en tant qu'éditeur de WAF, on va également s'en servir pour que l'administrateur puisse appliquer une politique de sécurité qui puisse adresser justement toutes ces techniques d'attaque. Cette liste, elle est mise à jour régulièrement par la communauté OWASP et elle sert de guide essentiel pour savoir par où commencer lorsqu'on veut renforcer la sécurité de ces applications. Alors pour illustrer ça, je vous montre ici donc l'interface graphique de notre produit FortiWeb. On a ce qu'on appelle un FortiView qui permet donc d'avoir une vue d'ensemble sur les politiques, l'architecture ainsi que les logs. Et là, vous voyez la vue OWASP Top 10 qui permet à droite de référencer donc justement ces 10 techniques d'attaque et de voir ici le pourcentage qui est adressé par la politique qui est en place. Donc par exemple, si je prends la technique numéro 5 qui est donc problème de mauvaise configuration, eh bien on peut voir ici les protections que l'on pourrait rajouter pour améliorer justement cette posture de sécurité et avoir une sécurité WAF beaucoup plus aboutie. Donc ça fait partie des exemples de la manière dont on va adresser le OWASP Top 10. On le retrouve également dans les logs. Chaque fois qu'on voit un log qui a bloqué une attaque, on va indiquer la référence OWASP pour indiquer quelle est la technique qui a été utilisée. Le deuxième cas d'usage qu'on va rencontrer très souvent lors de nos rencontres avec nos clients, c'est comment sécuriser les API. On pense qu'il y a à peu près 70% du trafic Internet aujourd'hui qui est relatif à des API. Finalement, c'est très proche d'une protection web, dans le sens où le web, c'est ni plus ni moins que du HTTP, HTTPS avec des headers, des requêtes HTTP. Et on va retourner une page web à l'utilisateur. La différence avec l'API, c'est que ça va utiliser le même protocole, mais au lieu de retourner une page web, on va utiliser du OpenAPI, du XML, du JSON. Et donc l'idée, lorsqu'on met en place un WAF pour les API, c'est de créer un modèle de sécurité positif et de s'assurer que seules les requêtes conformes au schéma de l'API sont autorisées. Ce qu'on appelle un schéma, en fait, c'est tout simplement la structure, la manière dont fonctionne l'API. Il y a une première possibilité qui est de récupérer le schéma qui est fourni par l'éditeur ou par les développeurs, de l'importer dans notre WAF pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle de l'enforcement de schéma. Une autre technique, c'est d'utiliser le machine learning et de faire en sorte de découvrir automatiquement les API qui sont exposés, d'analyser le trafic en continu et de détecter les comportements suspects. Donc là aussi, je voudrais vous montrer une copie d'écran de à quoi ça ressemble. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est quelques chemins utilisés par l'API avec les méthodes HTTP telles que POST, PUT ou DELETE. Donc on appelle ça les endpoints. Donc la première étape, ça va être de référencer tous les endpoints qui sont utilisés par l'API. Et la deuxième étape, ça va être de comprendre au niveau du schéma quelles sont les composantes dont on en a besoin. Donc par exemple, si on veut créer un utilisateur, potentiellement on va pouvoir l'API va demander un ID et un nom. Et bien l'ID, ça va être, on va s'assurer que c'est bien un nombre qui est rentré par l'utilisateur,
que ce nombre est compris entre 0 et 997. Ça veut dire que si quelqu'un essaye d'utiliser autre chose qu'un nombre ou par exemple d'injecter une SQL injection, eh bien on va se rendre compte que ça ne correspond pas au schéma de l'API et on va le bloquer. Même chose ici pour le nom, on va s'assurer que c'est bien un type string avec une longueur minimum et maximale. Comme généralement les injections, ça se fait par des essais erreurs et souvent avec des patterns un petit peu longs, ça va permettre de réduire très largement la surface d'attaque. Donc c'est quand même assez efficace. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le machine learning va être en perpétuel apprentissage. Donc même si l'API change, ça va permettre d'éviter à l'administrateur de réimporter régulièrement les schémas, puisque en fait le machine learning va le réapprendre automatiquement. Donc, Benoît, juste pour bien comprendre, ces services-là permettent justement d'améliorer la visibilité puis la réponse aux incidents? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'est à la fois d'avoir une visibilité complète de la manière dont fonctionnent les API ou les applications web. Donc visibilité, c'est déjà un premier gros morceau qui nous sont demandés par nos clients, qui en général sont aveugles sur la sécurité de leur application. Et le deuxième morceau, ça va être vraiment de protéger les applications avec différents types de protection, différents types de services. On va y revenir dans le slide d'après. Et donc, en fonction des besoins, d'activer telle ou telle protection, tout en utilisant des modèles, des templates qui sont prédéfinis pour vous, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en place. Merci beaucoup. Un autre use case qu'on rencontre très souvent, c'est les bots. Donc, on estime qu'il y a au moins 30% du trafic Internet qui sont des bots, c'est-à-dire du trafic malveillant qui va venir scanner les applications. Donc, on parle de bots automatisés, on parle de scrappers, de crawlers. Ça peut être aussi des attaques DDoS ou des brute force attaques lorsque les bots essayent de deviner des logins mots de passe. Et enfin, ça peut être également les bots peuvent participer à des vols de données. Donc, il y a vraiment tout un tas d'usages de ces bots. Retenez simplement qu'à chaque fois que vous allez mettre en place une application publique avec une IP publique, cette IP, au bout de quelques secondes, elle va être automatiquement scannée. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de sécuriser à la fois les applications web, les applications mobiles ou les API mobiles, protéger les utilisateurs et surtout protéger les données sensibles pour s'assurer qu'il n'y a pas des fuites d'informations qui sont faites à cause de ces bots. Donc pour cela, encore une fois, on va combiner plusieurs techniques, que ce soit l'apprentissage automatique, la détection par seuil. On va également mettre des pièges à bots, ce qu'on appelle le bot deception, c'est-à-dire cacher des URL dans le site web. Et si jamais quelqu'un clique sur des liens cachés, c'est très très probablement un bot et non pas un humain. On va également utiliser de l'analyse biométrique, donc s'assurer que toute personne qui se connecte sur le site, il y a une activité au niveau du clavier et de la souris. Et le cas échéant, soit le bloquer, soit lui présenter un challenge CAPTCHA, ce qui va permettre de séparer en fait les connexions légitimes humaines versus les connexions malicieuses faites par des bots. Donc vous avez ici un cas d'usage donc de notre machine learning où on va construire un baseline de la manière dont est utilisée l'application. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est le baseline légitime fait par les usagers. Et dès qu'on va sortir de ce baseline, ce que vous voyez en rouge, on va considérer que c'est un bot. On peut très bien configurer sa politique WAF ou sa politique bot pour dire je bloque ou je monitor ou alors j'utilise un CAPTCHA pour challenger la connexion. Donc, il y a vraiment beaucoup de granularités qui sont possibles pour atteindre ces besoins de sécurité. Le dernier cas d'usage qu'on rencontre très souvent, et on sait que les équipes de sécurité sont malheureusement très réduites, n'ont pas beaucoup de temps à accorder à l'analyse des logs ou à la configuration du WAF. Donc l'objectif, c'est de proposer vraiment au travers du dashboard le maximum, de faciliter vraiment la vie de l'administrateur, faire en sorte qu'il passe le moins de temps possible sur le WAF. On sait très bien qu'un WAF va générer malgré tout un certain nombre de logs. Et on l'a vu notamment avec les bots qui vont scanner perpétuellement les applications web qui sont publiées. Donc l'idée, c'est de fournir plusieurs outils. Donc FortiView Log Analysis en est un. Ça va permettre de résumer les caractéristiques communes
des journaux d'attaque, d'identifier les méthodes HTTP ou URL qui sont ciblées, ainsi que la géolocalisation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième outil qu'on va fournir, c'est la notion de Threat Analytics, qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour identifier les différents modèles d'attaque. Et l'idée, c'est de regrouper sous forme d'événements, sous forme d'incidents de sécurité, les alertes les plus critiques pour que l'administrateur puisse se focuser vraiment sur ces alertes-là, plutôt que sur des centaines de milliers de logs mensuels qu'il pourrait avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire à 2-3 événements majeurs, plutôt que d'aller voir dans les logs des informations qui sont de toute façon noyées dans la masse et qui ne seraient pas forcément efficaces. Donc juste pour vous montrer rapidement, le Threat Analytics, ça va ressembler à ce genre de dashboard vraiment à haut niveau. Et bien sûr, on pourra faire du drill down pour aller voir les différents, le log en fait qui va pouvoir nous intéresser. Mais au moins, on va commencer sur une vue d'ensemble avant d'aller dans le détail. Donc voilà un petit peu pour les 4 cas d'usage qu'on rencontre le plus fréquemment. Il y en a bien sûr d'autres. On parlera tout à l'heure, par exemple, de la conformité PCI DSS, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, on a parlé donc de technologie WAF. Donc, il y a plusieurs manières de déployer un WAF Fortinet. Le premier cas d'usage, ça va être si vous voulez un contrôle total. Donc, vous allez pouvoir choisir entre une appliance ou des machines virtuelles. Donc, dépendamment des performances que vous souhaitez, si vous souhaitez le déployer dans un data center ou dans un cloud privé ou dans un cloud public, bon, vous allez pouvoir consommer en fait le WAF Fortinet sous différents formats. Vous voyez le nombre de cloud public privé qu'on supporte qui est assez exhaustif. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle de licensing va se baser sur la performance que vous souhaitez. Donc, on va pouvoir aller entre 1 core et 16 cores, dépendamment de la bande passante souhaitée. Et rajouter à ça, on va rajouter donc l'abonnement qui est soit perpétuel sous forme d'abonnement, mais qui va permettre de choisir les services de sécurité que l'on va souhaiter. Donc, on va avoir un abonnement standard, un abonnement avancé ou un abonnement enterprise. Et puis l'autre modèle de déploiement qui existe, c'est le WAF as a Service. Donc là, l'idée, c'est on va pas du tout déployer ni de VM ni de machine. On va utiliser l'infrastructure Fortinet. C'est Fortinet en fait qui va, ou plutôt les équipes Fortinet qui vont déployer l'infrastructure pour vous, la maintenir, la mettre à jour. Ça enlève aussi une autre épine du pied qui est de penser architecture, parce que quand on veut mettre un WAF, faut se dire bon, est-ce que je le mets dans la DMZ, est-ce que je le mets dans le data center, dans AWS, dans Azure, est-ce que je fais de la redondance, est-ce que j'utilise les multi-AZ. Donc il y a vraiment beaucoup d'options lorsqu'on déploie une VM par exemple, versus un WAF as a Service. On n'a pas du tout besoin de s'occuper de l'architecture. Toute la redondance, elle est déjà incluse. On a des modèles, des templates de politique WAF qui sont déjà intégrés. Et comme je vais vous le démontrer dans quelques minutes, l'onboarding d'une application se fait de manière très rapide, sans avoir à réfléchir ni à l'architecture, ni au déploiement, ni à la maintenance. Donc, retenez que lorsqu'on parle de FortiWeb, ça va être les appliances et les VM. Lorsqu'on parle de FortiAppSec Cloud, c'est la version WAF as a Service à ce moment-là qui va être retenue. À noter d'un point de vue licensing model que en plus d'acheter un SKU, on a aussi la flexibilité d'utiliser FortiFlex, c'est-à-dire des points. Donc typiquement, si vous voulez passer d'un WAF avec 2 VM et 2 cores et puis un abonnement standard, ça va consommer un certain nombre de points. Mais si vous voulez évoluer vers plus de VM, plus de cores ou un abonnement un petit peu plus supérieur, en fait, la notion de points va vous permettre d'adapter vos besoins très rapidement avec FortiFlex. Ou alors, une autre possibilité, c'est d'utiliser le Pay as you go. Donc, typiquement, si vous déployez le WAF Fortinet, quel qu'il soit, au travers d'une plateforme public cloud telle que AWS, Azure ou GCP, vous pouvez également utiliser le Pay as you go et faire évoluer de la même manière votre solution mois après mois ou semaine après semaine.
Donc, Benoît, on a l'option FortiWeb, on a l'option FortiAppSec Cloud, mais pour les gens sur l'appel qui ont peut-être déjà entendu dans le passé FortiWeb Cloud, peux-tu nous donner la différence là, entre où est-ce que ça se situe, qu'est-ce qui est devenu FortiWeb Cloud? Oui, absolument. Donc, en fin d'année dernière, en décembre 2024, nous avions donc FortiWeb et FortiWeb Cloud, et on a introduit donc la solution FortiAppSec Cloud, qui est à la fois un rebranding de FortiWeb Cloud. Donc, pour les clients existants, quelque part, on a juste changé le nom, mais on a voulu également unifier plusieurs services SaaS qu'on avait à notre catalogue. Donc, nous avions le service SaaS GSLB, le service SaaS FortiDAST, dont je vais parler tout à l'heure, et ainsi que le service cloud Advanced Bot Protection. Et donc, on a voulu unifier toutes ces solutions-là au sein d'une seule et même solution SaaS. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu la renommer FortiAppSec Cloud. Mais en résumé, à partir du moment où vous voulez sécuriser une application web, à partir du moment où vous voulez utiliser des systèmes de routage ou de CDN avancés, tous ces services-là sont maintenant disponibles au sein d'une seule et même plateforme. Parfait, merci. Alors, quelle que soit la solution que vous utilisez, que ce soit FortiWeb ou AppSec Cloud, on va fournir différents types de services de sécurité qui sont donc vraiment dédiés à la protection web. Donc, le premier, ça va être vraiment la protection web WAF de base, avec des bases de signature, des contrôles protocolaires, donc on va valider le protocole HTTP. Et donc pour ça, on va fournir des bases de signature de manière quotidienne, les mettre à jour. On fournit également des modèles de machine learning qui sont pré-entraînés dans nos laboratoires et updatés, un petit peu comme des signatures quelque part, que ça soit donc sur FortiWeb ou sur FortiAppSec Cloud. La deuxième chose qu'on va fournir, c'est des bases de réputation d'IP. On sait que les bots, à partir de quelques minutes, quelques heures, deviennent connus, et donc on va alimenter les bases de réputation qui vont permettre d'avoir une première barrière de sécurité contre ce type de menaces. Le troisième élément qu'on va fournir, c'est l'anti-malware ou l'antivirus. Donc l'idée, c'est bien sûr, si vous avez une application web qui permet d'uploader des fichiers, que ce soit PDF, Word, Office ou autre, l'idée, c'est d'empêcher bien sûr des virus de pénétrer à l'intérieur du réseau. Ça, c'est un premier cas d'usage. Mais en réalité, le cas d'usage le plus important, c'est celui d'empêcher une personne malveillante d'uploader une backdoor. Parce qu'en fait, une des grosses menaces qui existent sur les applications web, c'est d'uploader par exemple un fichier PHP. Et une fois qu'on a réussi à l'uploader, de se connecter dessus au travers du service web. Et ça fournit donc une porte dérobée qui permet d'aller prendre la main sur le système et faire des attaques latérales. Donc je dirais, le premier use case, c'est vraiment d'empêcher ce type de menace. Donc en plus de l'anti-malware, on a d'autres techniques de fuzzing également pour empêcher ces backdoors d'être uploadés sur le site web. Donc l'antivirus va fournir un premier verdict. Si on le souhaite, on peut également utiliser le Sandbox Cloud. Donc c'est un service SaaS qui va permettre d'avoir un deuxième verdict, notamment si on souhaite bloquer les attaques de type Zero Day. On a également un autre service qui est le Credential Stuffing Defense. Donc ça, c'est important si vous avez une application web qui nécessite une authentification. Eh bien, on va utiliser cette base de réputation pour s'assurer que le login mot de passe utilisé ne fait pas partie d'une base connue de login mot de passe qui ont été dérobés dans les semaines ou les mois qui précèdent. Donc ça, on va pouvoir le détecter rapidement et empêcher aussi bien les attaques de type brute force que des attaques de type Credential Stuffing Defense. Un autre point, c'est l'analyse des menaces. Donc ça, c'est le Threat Analytics que j'ai montré tout à l'heure. Donc, utiliser le machine learning pour identifier les caractéristiques communes, notamment sur des logs de patterns. Et le dernier, c'est un service SaaS qui s'appelle donc les Advanced Bot Protection, qui permet d'utiliser du deep learning et un certain nombre d'autres techniques pour monitorer toutes les métadatas qui sont utilisées par les clients et s'assurer qu'il n'y a pas une anomalie lorsque, par exemple, la personne fait du e-commerce, essaye d'acheter des tickets de concert ou des objets.
On va regarder en fait le comportement de l'utilisateur sur le site d'achat et s'assurer qu'au moment du paiement, au moment de la sélection des objets, au moment de se loguer, il n'y a pas des anomalies qu'on va pouvoir détecter et bloquer. Benoît, petite question. Oui. Actuellement, des clients utilisent les WAF des fournisseurs infonuagiques. Qu'est-ce que Fortinet apporte de différent un petit peu à ces clients-là? Oui, c'est une bonne question. Donc c'est vrai que par facilité, je dirais qu'il y a beaucoup de clients qui vont s'orienter sur les WAF natifs, que ce soit celui d'Azure ou de AWS. Alors je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que d'un point de vue service de sécurité, si on regarde ici les 7 piliers, les 7 services qu'on propose, généralement un WAF natif va proposer uniquement les deux premières, c'est-à-dire principalement des signatures WAF et des signatures de bots, ainsi que la partie IP reputation. Donc ça, c'est clairement proposé par les WAF natifs. Mais ce qui va manquer, je dirais, si on veut une sécurité un peu plus aboutie, c'est toute la partie anti-malware qui est très importante à mon sens. J'en ai parlé par rapport au backdoor. La partie sandboxing pour la partie zero day, ainsi que les autres piliers qui vont permettre de protéger contre les brute force attaques, contre les problèmes d'authentification. Et puis, je dirais que le déploiement d'un WAF, c'est pas juste avoir un WAF qui protège contre les signatures, c'est aussi d'avoir une interface graphique qui puisse faciliter la vie des utilisateurs, des admins. Un des problèmes qui me sont souvent remontés, c'est que c'est compliqué quand même aller regarder un log dans le WAF Azure. On n'a pas une visibilité d'ensemble, il n'y a pas les FortiView qu'on peut avoir, ni les Threat Analytics qu'on peut avoir. On parlera tout à l'heure de l'intégration avec Fortinalyzer. Donc, c'est sûr que si vous êtes un client Fortinet, vous allez pouvoir vous intégrer aussi à la fabrique, donc à la Security Fabric Fortinet, donc FortiGate ou Fortinalyzer ou FortiSandbox par exemple. Puis le dernier point, c'est que très souvent nos clients sont hybrides, c'est-à-dire sont pas que sur Azure, sont pas que sur AWS. Et de ce fait, c'est quand même bien d'avoir une technologie qui va permettre d'adresser tous les besoins de tous les public cloud. Donc, plutôt que de déployer un WAF à Azure et puis ensuite de réapprendre à maîtriser le WAF à AWS, par exemple, le fait d'avoir un seul et même WAF va permettre d'apprendre une seule fois la technologie et d'avoir la même technologie au travers de tous les public cloud que le client peut adopter. OK. Un gros merci parce que les clients nous disent tous ça a été tellement compliqué à déployer. Oui. Est-ce qu'on peut simplifier? On essaye, c'est vrai, de simplifier la tâche, simplifier la vie de l'admin. On veut pas que le WAF soit un fardeau supplémentaire par rapport à tout ce que le client a déjà besoin de gérer. Donc, on veut lui simplifier la vie. Et je vous montrerai pour ça quelques démonstrations tout à l'heure qui vont le démontrer. Merci, Benoît. Un autre point important, c'est le machine learning ou l'intelligence artificielle. Alors, je sais que c'est un terme à la mode qui est peut-être un peu galvaudé, mais c'est vraiment très important de comprendre que, tout ce qui est machine learning vient renforcer les techniques de WAF traditionnelles telles que les signatures ou les antivirus, par exemple, qui sont toujours importants. On va pas les enlever, mais l'intelligence artificielle va permettre d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Il faut vraiment voir le WAF comme un WAF, donc une barrière WAF applicative multiniveau avec différentes techniques de protection. Et le machine learning en est un parmi d'autres en fait. Donc par exemple, on va avoir une première technique pour détecter les anomalies. Je vais revenir dans la démonstration qui suit. On va avoir également un machine learning qui est dédié aux API et qui va permettre de découvrir le schéma de ces API pour réduire la surface d'attaque. J'en ai déjà un petit peu parlé également. On a également le machine learning pour tout ce qui est gestion des logs, pour aller repérer des patterns et le remonter à l'administrateur si jamais on trouve un pattern qui est un peu répétitif. Et puis enfin, on a également un machine learning qui est dédié aux bots, donc notamment pour faire un baseline de la manière dont est utilisée l'application. Et en bout de ligne, si on découvre une anomalie, on va pouvoir le remonter à l'administrateur, enfin surtout le bloquer. Mais encore une fois, toutes ces 4 techniques de machine learning que nous utilisons au sein même de notre WAF vient en plus des autres techniques de protection.
Alors moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un des machine learning que nous avons qui s'appelle le Anomaly Detection. Et donc pour cette démonstration-là, on va utiliser le FortiWeb. Tout à l'heure, on fera une démonstration FortiAppSec. Donc là, l'idée, c'est on va dans le profil WAF, on va dans la section Machine Learning, on édite notre application et on voit ici qu'on a bien activé Anomaly Detection avec Alert and Deny, c'est-à-dire qu'il est vraiment renforcé. L'application qu'on souhaite protéger, c'est celle-ci, c'est une page de démonstration avec un formulaire web. Donc là, on voit qu'elle fonctionne correctement. Et si on va dans le monitoring de FortiWeb, on voit ici tous les formulaires qui sont référencés. Donc ici, on a le password, on voit que le machine learning, il est déjà en train d'être en cours. Et on voit la distribution des mots de passe qui est très large. Et ce que vous voyez en rouge, à droite, c'est le seuil à partir de lequel on considère que c'est une anomalie. Ici, vous avez la distribution d'un email. Donc, on voit que le pattern d'un email par rapport au pattern d'un password, il est beaucoup moins distribué, beaucoup moins complexe. Donc, FortiWeb a pu identifier ici un certain nombre de patterns et on voit que la distribution, elle est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est que le machine learning en arrière, en définitive, ce sont des mathématiques. Et les mathématiques nous permettent en fait de calculer un score, on voit ici aux alentours de 11, à partir duquel on va estimer que le input rentré par l'utilisateur est une anomalie. Alors avant d'aller sur son application pour la tester, on a directement au travers de l'interface graphique un bouton qui nous permet de tester en fait son modèle. Donc par exemple, si je mets un email conforme et que je le teste, je vais avoir ici un score de 4.6 qui est donc inférieur à 11 et le machine learning considère que c'est normal. Si maintenant je mets une typo, c'est-à-dire une erreur d'entrée de l'utilisateur, on voit que tout de suite le score est à 2000, qui est le maximum. On considère que c'est anormal, mais on va pas le bloquer parce que en fait nos systèmes pré-entraînés considèrent que c'est pas une attaque. Et enfin, si on met une vraie attaque, ici de SQL injection, on voit que le score est très élevé. Non seulement c'est une anomalie, mais également il est bloqué. Alors si je vais faire les tests directement dans mon application, donc je vais aller dans l'email. On a vu que l'email, il est autorisé. La typo, pour éviter les faux positifs, elle est également autorisée, même si ça correspond pas à un email, mais parce qu'en fait ça correspond pas à une attaque. Et si par contre, dernier cas d'usage, je rentre une typo plus une attaque, à ce moment-là, ça va être bloqué WAF. Alors l'autre étape, c'est d'aller voir une attaque zero day. Et ici, donc non, là aussi, je vais être bloqué. Mais contrairement à la première attaque, je vais être bloqué par le machine learning. Donc si je vais dans les logs, donc là c'est sûr qu'on sait ce qu'on cherche. Donc on va aller voir donc la première protection qui est donc une protection de type signature et de SQL injection. Donc on voit ici le email avec l'attaque. Donc là c'est le premier niveau de protection donc à base de signature qui a permis de protéger cette attaque-là. Et le deuxième, qui au contraire était un zero day, lui, il a été bloqué par le machine learning. Et dans les logs, on va voir donc les scores. Donc on voit que le score moyen sur cet input c'est 6.9, mais là le score était de 2000, donc c'est forcément une anomalie. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, une anomalie ne suffit pas pour le bloquer. Il faut s'assurer que c'est une réelle attaque. Et on a pu voir que c'était donc une attaque. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le Anomaly Detection. Alors dernier point sur la notion de machine learning, c'est qu'on a introduit récemment ce qu'on appelle des IA génératives. Donc vous voyez ici qu'on va pouvoir interagir avec son FortiWeb ou ici avec son FortiAppSec Cloud et lui poser des questions. Donc aujourd'hui on a deux cas d'usage. Le premier cas d'usage c'est poser des questions sur les fonctionnalités qui sont offertes, sur comment configurer tel ou tel paramètre, ou à quoi sert tel ou tel paramètre. Donc, on peut lui poser les questions directement dans le chat. Ou alors, dans le cas d'usage ici, l'administrateur se rend compte qu'il est attaqué par des bots ou attaqué par un DDoS, et il va lui demander qu'est-ce qu'il en est. Donc, on va lui dire, voilà, quelle analyse peux-tu me faire sur l'attaque DDoS qui est en cours. Et donc, le LLM qui est intégré va lui dire, effectivement, c'est une attaque de niveau 7, c'est du type flooding, voilà l'application qui est ciblée, voilà l'URL qui est ciblée également, et voilà à quelle heure l'attaque a commencé. Et je te confirme que l'attaque est toujours en cours.
Donc, bien sûr, on va pouvoir interagir avec le chatbot, lui poser d'autres questions et même lui demander est-ce que l'attaque est terminée ou pas. Un autre cas d'usage, donc cette fois-ci sur FortiWeb, on veut avoir donc on a un reporting en fait qui est intégré dans FortiWeb, mais plutôt que d'utiliser le reporting, qui est quand même assez statique, on va utiliser le chatbot pour lui dire voilà, quels sont les types d'attaques que j'ai eu sur les 10 derniers mois, et puis au fil de ses réponses, pouvoir affiner, poser d'autres questions sur quels sont les types d'attaques les plus utilisés, les sites web, parmi mes sites web, lesquels sont les plus ciblés, et je dirais donc faire une analyse de log grandeur nature. Et encore une fois, ici, le but du jeu, c'est de simplifier la vie des admins, notamment ceux qui n'ont pas d'expertise WAF, vont pouvoir interagir aussi bien pour la configuration que pour l'analyse des logs, pour gagner énormément de temps sur le temps qu'ils passent sur le WAF. Question pour toi, Benoît. Tu nous as présenté les modèles, puis tu as présenté dans ta démo le formulaire qui était protégé. Combien ça prend de temps, combien ça prend de requêtes, si on veut, avant que le modèle de machine learning puisse s'embarquer puis être personnalisé à l'application? Oui, tous nos modèles en fait ont besoin de très très peu de samples en fait pour que l'apprentissage soit terminé. Donc pour te donner un ordre d'exemple, le anomaly detection, donc celui que je vous ai démontré il y a quelques secondes, lui il nécessite 400 samples par défaut pour être opérationnel et détecter des anomalies. Si je prends l'API, lui il en a besoin de 35, donc c'est quand même assez rapide pour chaque endpoint, hein, bien sûr. Donc au bout de 35, il a compris le schéma, il est capable de réduire la posture de sécurité, enfin d'augmenter la posture de sécurité ou réduire la surface d'attaque comme on veut. Donc ça va quand même très vite, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, au maximum quelques heures, on a des machine learning opérationnels. Et en plus, on fournit les dashboards pour pouvoir monitorer où on en est, pouvoir faire du fine-tuning. Donc si le schéma convient pas, on peut tout à fait aller le modifier à la main si c'est nécessaire. Un autre point important, c'est que c'est de l'apprentissage continuel. C'est-à-dire qu'au bout des 400 samples, c'est pas parce qu'on est opérationnel qu'on va s'arrêter d'apprendre. Le mécanisme, c'est de continuellement apprendre parce que l'application elle évolue, l'API elle évolue, et donc s'il y a un nouveau formulaire, un nouveau schéma, un nouveau endpoint, il faut qu'on soit capable en fait de maintenir cet apprentissage-là. Excellent, merci. Donc j'aimerais faire un petit zoom sur FortiAppSec Cloud, puis après on parlera aussi de FortiWeb, parce qu'il y a quand même quelques particularités aux deux plateformes, même si elles sont, je dirais, à 99% très similaires. C'est la même technologie. Hein. Mais dès qu'on parle de AppSec Cloud, c'est sûr qu'on a des services supplémentaires. Donc notamment, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, ça a été d'unifier des services SaaS qui étaient déjà existants. Donc notamment le bot management, c'était un module à part qu'on a voulu unifier dans AppSec Cloud, donc ça fait maintenant partie du WAF. On avait le GSLB qui est donc ce qu'on appelle le Global Service Load Balancing, qui permet donc de répartir la charge sur différents data centers. Donc si vous avez une application, la même application ou le même service qui est à la fois au Canada et en Europe, on va pouvoir utiliser le GSLB pour répartir la charge, notamment par exemple en fonction de la géolocalisation. On a également la notion de Application Delivery Controller qu'on a intégré également dans le WAF. Donc dès qu'on veut faire du load balancing, du routage de contenu, de la réécriture d'URL, donc tout ça va être complètement intégré et unifié dans une seule et même plateforme. Donc on parle plus juste d'un WAF as a service, mais vraiment de plusieurs services qui vont participer à la protection de l'application web. Excellent. Puis je vois que tu parles du DAST aussi. On va souvent passer l'acronyme. Tu peux-tu nous expliquer un peu ce que ça fait, puis ce que ça pourrait amener pour un client et sa posture de sécurité? Oui, alors tu as raison. Le DAST, en fait, l'acronyme, c'est Dynamic Application Security Testing. Un autre terme qu'on utilise souvent, c'est le Web Security, le scan de vulnérabilité web. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un test dynamique de la sécurité des applications. Ça consiste à analyser une application pendant qu'elle fonctionne, un peu comme si on jouait le rôle d'un pirate qui cherche à l'attaquer. Et l'objectif, c'est de détecter les failles exploitables
dans des conditions réelles sans avoir besoin d'accéder au code source. Donc, c'est une approche très utile pour renforcer la posture de sécurité globale d'une entreprise, car ça leur permet d'identifier des vulnérabilités qui passeraient inaperçues lors d'une analyse purement théorique. Et le DAST, en fait, ou le Web Security Scanning, on peut l'utiliser de deux manières. Soit pour cibler directement l'application et et remonter, en fait, aux développeurs les vulnérabilités qui ont été remontées. Ou alors, on va cibler le WAF, c'est-à-dire par là où passent les usagers, pour s'assurer que la politique WAF couvre bien toutes les vulnérabilités connues. Donc, il y a vraiment deux usages, soit pour renforcer la sécurité de l'application, soit pour renforcer la politique WAF. En général, on fait les deux. Ça permet aussi d'avoir un petit peu le delta entre avec et sans WAF, voir montrer un petit peu la valeur ajoutée. Mais c'est également un outil qu'on va pouvoir utiliser avec une licence d'évaluation pour faire un mini pen testing de son environnement et avoir un rapport qui identifie les vulnérabilités sur lesquelles il va falloir travailler, soit en renforçant le code de l'application, soit en mettant en place un WAF. Parfait, merci. Alors, qui dit WAF as a Service dit couverture mondiale. Donc, quand on va mettre en place un WAF as a Service, en fait, on va choisir dans quelle région on va vouloir mettre en place son WAF. Donc, ça peut être soit dans une seule région ou soit dans plusieurs régions. Chaque application peut avoir sa propre région. Donc, on a quand même une couverture très globale. Bien entendu, pour les Canadiens, on va pouvoir choisir pour des raisons réglementaires d'héberger son WAF au Canada. Donc, on supporte à ce jour Toronto et Montréal. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la facilité que l'on a pour onboarder une nouvelle application. Donc, on a ici l'interface FortiAppSec Cloud. Donc, on va aller directement dans le module WAF. On voit qu'on a déjà ici des applications qui sont déjà protégées. Et moi, je vais vouloir protéger cette application-là. D'une part, vous pouvez voir qu'elle n'est pas en HTTPS, elle est en HTTP. Et lorsque j'essaye de faire un SQL injection, j'ai un login failed, mais l'attaque n'est pas bloquée. Donc, ce qu'on va faire en 5 étapes, c'est rentrer le nom de domaine de cette application-là, donc app.labsec.ca. On peut rajouter également des sous-domaines, jusqu'à une dizaine de sous-domaines. On supporte également les wildcards si c'est nécessaire. Ici, je vais devoir préciser que c'est une application HTTP. Donc le service WAF va devoir tester si l'application est bien en ligne. Et si elle est bien en ligne, on va pouvoir passer à l'étape d'après, choisir sa région et choisir si on veut activer ou pas la notion de CDN. Donc là, on voit qu'on supporte le AWS, Azure, GCP, un certain nombre de régions. Et si on veut déployer son WAF dans plusieurs régions, il suffit d'activer le CDN. Donc CDN, c'est pour le Content Delivery Network. Donc ça va permettre de mettre en cache de manière locale son application web. Quatrième étape, on choisit si on veut mettre la politique directement en mode bloc et on va pouvoir choisir des modèles prédéfinis pour protéger jour 1 son application. Donc on a deux modèles les plus utilisés qui sont standard ou extended. Et puis la dernière étape, c'est donc on a un nouveau nom de domaine qui a été généré que l'on va copier et que l'on va enregistrer dans son système DNS. Donc, généralement, on utilise une entrée CNAME, mais on peut également mettre une entrée A. Et à partir du moment où on va sauver les changements DNS, ça va rediriger les utilisateurs vers le WAF plutôt que de les rediriger directement vers l'application. Donc ici, on voit qu'il faut quelques secondes pour que la propagation DNS fonctionne. Une fois que le DNS est configuré et propagé, eh bien, on a en fait une dernière étape, mais qui se fait dans le back-end, qui est la génération du certificat. Donc, on peut très bien importer son propre certificat, mais par défaut, en fait, on va envoyer un challenge au service Let's Encrypt, qui lui-même va générer un certificat et FortiAppSec va l'installer sur le WAF. Donc là, on voit que maintenant, je me connecte sur l'application. On voit qu'on est en HTTPS, donc on a rajouté un niveau de sécurité. Et si je mets mon attaque SQL Injection, maintenant, je vois que je suis bloqué. L'autre étape, donc ça y est, donc l'application, elle est protégée. Vous voyez que ça a pris 5 minutes maximum. Et si je vais dans les logs, je peux consulter maintenant les différentes attaques, voir constater qu'elles ont bien été bloquées.
Donc typiquement, si je reprends mon application, mon attaque SQL Injection, je vais voir ici que c'est bien une attaque, donc une protection de type signature qui a été utilisée. Et je vois que c'est bien dans le username, le champ username, que le SQL Injection a été fait et bloqué. Alors bien sûr, d'autres protections sont disponibles. Donc là, par exemple, si je vais dans la protection de type signature, on voit que le SQL Injection, il est activé de base, mais rien ne m'empêche de prendre le template qui m'est proposé par Fortinet et d'activer d'autres modules de sécurité. Donc, si je veux activer les modules API, les modules bot, les modules DDoS, ou tout ce qui est module de machine learning, ça va être à ce niveau-là que je vais pouvoir enrichir ma politique, rajouter des nouvelles protections et faire du fine-tuning. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le jour où on onboard l'application, on va utiliser des modèles de politique WAF. Et donc, jour 1, on aura une politique opérationnelle et une application protégée. On parlait de FortiAppSec Cloud. Oui, c'est un SaaS qui roule, qui est fourni par Fortinet. On peut protéger les applications qui sont dans le cloud. Est-ce qu'on peut aussi protéger les applications qui sont on-premise? Ah oui, tout à fait. C'est pas parce que le WAF est dans le cloud que l'application est forcément dans le cloud. Donc en fait, l'application peut aussi bien être dans le public cloud, dans un private cloud. La seule chose dont on aura vraiment besoin, c'est une IP publique pour que le WAF qui fait office de reverse proxy puisse relayer le trafic web vers l'application web. Mais elle pourrait très bien être dans un data center, derrière un FortiGate par exemple, qui lui-même gère le NAT et gère l'IP public. Mais oui, effectivement, l'application ou l'API peut être n'importe où, on-prem ou dans le cloud. Est-ce qu'on peut conclure un petit peu, Benoît? On arrive au maximum de temps. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on a vu au travers de ces deux technologies qui en fait sont la même technologie, mais l'une on-prem, ou cloud d'ailleurs, et puis l'autre WAF as a service. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même technologie, simplement c'est une interface graphique qui est différente. Le point fort la particularité de FortiWeb, c'est qu'il va falloir installer une VM ou une appliance et la maintenir. Ça va supporter un tout petit peu plus de fonctionnalités telles que ZTNA, l'authentification, le DLP. Si vous voulez être conforme PCI DSS, il y a également ce qu'on appelle le Client-Side Security, qui est aujourd'hui propre à FortiWeb, mais qui, dans les prochaines semaines, sera également supporté sur le FortiAppSec Cloud. Et puis, l'autre point fort de FortiWeb, c'est qu'on va supporter du scripting. Donc, si on veut créer des logiques de sécurité complexes qui ne sont pas supportées directement dans le GUI, on va pouvoir le faire via du scripting. Donc tout ça, c'est une particularité de FortiWeb qui n'est pas nécessairement prise en charge par le AppSec. Le AppSec, de notre côté, a ses propres points forts, donc pas besoin de réfléchir à une architecture. On va le mettre en place très rapidement, comme on l'a vu, en 5 étapes. Pas besoin de maintenance, de mise à jour, de déploiement. On supporte le CDN, ça aussi c'est l'avantage d'un WAF as a service, c'est que on va pouvoir déployer son WAF dans le monde entier avec la notion de CDN et de multi-régions. Il n'y a pas besoin de réfléchir à la haute disponibilité, il est déjà intégré nativement. Et on a également un modèle de licensing très flexible, puisqu'il suffit de choisir la bande passante souhaitée, le nombre d'applications et le forfait standard avancé enterprise. Voilà, ça conclut ma partie. Merci à tous de votre attention. Merci Benoît. Comme vous le voyez, on a des gens extrêmement passionnés de leurs produits puis des experts qui connaissent effectivement leurs produits. Fait que ça va être un plaisir à ce moment-là d'avoir une bonne conversation sur les solutions justement WAF avec vous. Concernant les modèles d'acquisition, de consommation au niveau des produits, vous pouvez effectivement avoir la façon Bring Your License qu'on appelle, d'avoir votre propre licence que vous êtes capable de déployer où vous le désirez, sur place ou dans des différents fournisseurs infonuagiques. Solution Paygo également, dans lequel vous prenez votre compte ou votre carte de crédit pour consommer directement sur la place de marché, les fameux marketplaces de votre fournisseur infonuagique. Deux éléments qui deviennent extrêmement intéressants. Un, c'est les fameux FortiFlex dont Benoît parlait tout à l'heure. Ça amène énormément d'agilité et de facilité de pouvoir consommer
les services à la demande, comme vous en avez besoin, selon les besoins, puis avec l'élasticité, effectivement, que les clouds publics permettent de vous offrir. Fait que, on a différents programmes qui sont très intéressants. Dernier élément, et non le moindre, à la fin, on vous encourage à demander à votre partenaire de peut-être regarder pour une offre privée. Une offre privée vous permet d'avoir un escompte additionnel parce qu'exemple, comparatif sur le Paygo, vous payez le prix de liste qui est indiqué sur le portail, mais on est capable de pouvoir vous monter une offre privée sur mesure pour vous autres avec un escompte extrêmement intéressant et qui va compter également dans votre consommation justement auprès de votre fournisseur infonuagique. Fait que ça devient très, très intéressant à ce moment-là de pouvoir utiliser les offres privées pour consommer rapidement et efficacement sur les marketplaces. Suivante. Ah, c'est toi qui partage. C'est moi qui partage. C'est toi qui clique. C'est moi qui clique, d'accord. Et voilà, merci. On veut absolument avoir l'occasion d'avoir une conversation avec vous autres puis d'être capable de pouvoir vous aider, vous guider avec nos experts, comme on mentionnait tout à l'heure. Deux choses. On vous propose de faire une preuve de valeur. Autrement dit, de tester FortiWeb, FortiAppSec et de pouvoir justement tester puis de valider comment qu'on se démarque effectivement de la concurrence puis comment qu'on est capable de pouvoir vous aider puis vous accompagner puis vous rendre la vie bien plus facile. Fait que ça, c'est un des éléments. L'autre élément, atelier découverte et travail avec les experts. Louis et moi, on a des outils pour pouvoir avoir une très, très belle conversation avec vous autres, puis peut-être être même capable de réaliser une analyse de votre posture de sécurité actuelle, puis de faire des recommandations en conséquence. Alors, une façon très simple de pouvoir obtenir l'information, juste communiquer avec moi par courriel, on va pouvoir organiser les choses, soit pour la preuve de valeur ou l'atelier découverte. Juste avant de terminer, merci beaucoup pour vos questions que vous avez mis dans la bulle de conversation. Merci à nos experts. Les informations en passant pour la présentation ainsi que la vidéo seront disponibles dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alors, un gros merci. Au plaisir, puis bon périple vers le cloud. À bientôt. Merci. Merci. Juste mentionner, on va garder l'appel ouvert encore, là, juste pour essayer des gens qui ont des questions. Donc, vous pouvez continuer de les poser. Là, on va répondre là, du mieux qu'on peut là, par chat. Là. Et, merci. Merci.